Bonjour à tous, merci d'être fidèles au grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. Bonjour Manon Aubry. Bonjour. Vous êtes eurodéputée LFI, c'est votre grand rendez-vous ce dimanche. LFI qui prône une nouvelle France qui s'installe dans plusieurs mairies nouvellement gagnées par votre formation politique, Saint-Denis, Roubaix, Le Blanc-Mesnil, je pourrais en citer d'autres. Quelle est cette nouvelle France que vous souhaitez et par opposition à quelle ancienne France que vous ne souhaitez plus? Nous reviendrons sur le rétropédalage de Laurent Nunez, un mois après avoir déclaré devant les musulmans de France qu'il n'était pas contre l'interdiction du voile pour les fillettes. Le voilà qui dit exactement le contraire devant les sénateurs. Et nous commencerons, si vous le voulez bien, par les négociations échouées entre Américains et Iraniens à Islamabad. Quelle suite voyez-vous dans ce conflit au Moyen-Orient? Pour vous interroger ce matin, Stéphane Dupont des Échos. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et Mathieu Bock-Côté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Les négociations trilatérales ont commencé hier vers 17h, heure française au Pakistan. Ce matin, terminé. Les Américains repartent sans accord. Quelle suite voyez-vous à ce conflit, Manon Aubry? Évidemment, ce matin, je veux penser à toutes les Iraniennes et les Iraniens qui se retrouvent doublement pris en otage. D'abord par un régime oppresseur, celui des mollahs, et ensuite sous le couperet des États-Unis qui peut se remettre à attaquer l'Iran d'une heure à l'autre. Vous mettez ça sur le même plan, le régime des mollahs et l'attaque des États-Unis? Je combats le régime des mollahs depuis toujours, mais je pense, et la preuve en est malheureusement, que ce n'est pas en attaquant un pays que vous ramenez la démocratie. Et malheureusement, on en a eu la preuve vivante ces dernières semaines avec l'attaque faite par les États-Unis qui, je veux le dire, a tué, ciblé des civils. Je pense à ces jeunes filles dans une école, plusieurs dizaines d'entre elles qui ont été mortes par des attaques des États-Unis. Et on a une nouvelle preuve que jamais des bombes ne ramènent la démocratie dans un pays. Ça a été le cas en Irak, ça a été le cas en Afghanistan, ça a été le cas malheureusement dans de trop nombreux pays. On avait tous été soulagés par l'annonce de ces cessez-le-feu, même si on avait des inquiétudes qui ont été malheureusement là aussi traduites par la réalité au Liban, et on va en parler parce que je pense que la situation au Liban est extrêmement préoccupante. Mais ce cessez-le-feu, je crains qu'il ne soit de courte durée, et je crains que la diplomatie n'ait pas permis suffisamment de reprendre le dessus, et je regrette qu'à la fois l'Union européenne, les Nations unies, n'aient pas pu prendre toute leur part à ces négociations. Mais est-ce que certains des objectifs de guerre vous semblaient légitimes? J'entends imposer la démocratie par les bombes. Manifestement, ça ne fonctionne pas depuis 25 ans. Ravi que vous le reconnaissiez. Je ne veux pas le reconnaître, je l'ai toujours dit. Cela dit, de manière plus circonstancielle, est-ce que l'idée de frapper pour empêcher l'Iran d'avoir un programme nucléaire, donc la bombe, est-ce que ça c'est un objectif de guerre légitime selon vous? Là aussi, la question, moi je partage l'objectif de faire en sorte que l'Iran n'ait pas un programme nucléaire. Maintenant, quelle est la situation la plus efficace? Le seul moment où on a réussi à arrêter le programme d'enrichissement nucléaire de la part de l'Iran, c'est le moment où il y avait un accord qui était vérifié par des inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique, lequel accord a été dénoncé par Donald Trump lors de son premier mandat. Parce que ça n'a pas été respecté dans cet accord. Je veux dire aussi que le moment où les États-Unis ont attaqué, il y a de cela quelques semaines, il y avait des négociations avec des diplomates qui étaient en cours de négociation, et notamment pour essayer d'arrêter le plan d'enrichissement nucléaire de la part de l'Iran. Donc là aussi, les bombes ne sont jamais la solution. Elles tuent à la fois les civils, elles ne ramènent pas la démocratie, ni n'arrêtent le programme d'enrichissement nucléaire. Quand vous avez la diaspora iranienne qui vous dit « nous préférons mourir sous les bombes des Américains que sous le régime des mollahs », qu'est-ce que vous leur répondez? D'abord, ce n'est pas toute la diaspora iranienne qui dit cela. Il y a beaucoup d'Iraniens qui disent ni Shah, ni Mollah, ni USA. Et nous, évidemment, on veut retrouver la démocratie. Mais je constate que pendant que les bombes pleuvaient sur l'Iran, le régime ne s'est pas arrêté de mettre en cause ses opposants. Il y a eu plusieurs personnes qui ont été condamnées à mort. 2, les manifestations sont encore plus difficiles quand les bombes vous pleuvent sur la tête. 3, le risque, c'est de renforcer la légitimité du régime iranien sous un effet drapeau de « on se rassemble tous face aux attaques des États-Unis ». Donc, je vois l'attaque des États-Unis être complètement contre-productive. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, je pense que les Nations unies doivent reprendre toute leur place. Je sais qu'on est dans un cadre multilatéral et que le seul cadre légitime qui existe sont les Nations unies pour mener des négociations où l'Union européenne aussi doit trouver toute sa place. Moi, j'ai été sidérée de voir à quel point l'Union européenne a disparu de l'histoire. Plus l'Union européenne que la France? La France et les États européens, je vous le concède. Et je pense que ça, c'est 3 choses différentes. La France, les États européens et l'Union européenne. Vous avez raison. Eh bien, je pense que c'est 3
niveaux-là doivent être au centre du jeu diplomatique. Aujourd'hui qu'il n'y avait pas de discussion, même dans les couloirs du Parlement européen. Mais quasiment pas. Personne n'en parle. Mais que peut faire, Madame Aubry, que peut faire l'Europe? Parce que c'est beau de dire que l'Europe est absente, mais concrètement... Plusieurs choses. D'abord, au sujet de l'Iran, il y a un certain nombre de sanctions qui ont été prises, qui sont insuffisantes. Mais derrière, il faut pouvoir aussi condamner l'attaque des États-Unis, condamner Donald Trump. Et dans le même temps où Donald Trump violait le droit international et bombardait des civils iraniens, que faisait l'Union européenne? Signer un accord commercial avec les États-Unis. Eh bien, je regrette qu'au Parlement européen, mon groupe ait été le seul groupe unanime contre cet accord qui donnait une forme de blanc-seing, déroulait le tapis rouge aux États-Unis pour qu'ils continuent. La plupart des pays européens ont marqué un désaccord explicite ou implicite, mais plus souvent explicite qu'implicite avec l'opération américaine. Alors d'abord, ni la présidente de la Commission européenne... La France a dit c'est pas notre guerre, par exemple. Ne l'a fait. Et quant à la France, l'Espagne, la Grande-Bretagne. Il y a plusieurs ramifications dans ce conflit. Dans le même temps où les États-Unis attaquent l'Iran, son allié israélien attaque le Liban. Là aussi, pardon de le dire, mais l'Union européenne et les États européens ont été globalement aux abonnés absents. On a plusieurs milliers de morts désormais dans les attaques. Madame Aubry, Mathieu a quand même raison. Là, les pays européens, plusieurs, dont la France, se sont opposés à ce que des avions américains se posent sur le sol français. Ça a été ça le cas aussi en Espagne. Là aussi, je vais vous donner un notre exemple. ministre de la Défense a dit c'est pas notre guerre, on n'y sera jamais associé. Ce qu'a dit le président Macron. Vous ne pouvez pas dire que les Européens soutiennent les États-Unis. Monsieur Devino, vous me posez la question tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Et je pense que c'est une bonne question. Et je vais vous donner un autre exemple de choses concrètes qu'on peut faire. Face aux attaques de l'État israélien contre le Liban, qui là aussi s'en prend aux civils. Rien qu'en 24 heures, il y a eu plus de 300 morts cette semaine. 300 morts, 300 civils, 300 innocents. Eh bien, l'Union européenne, les États européens continuent là aussi à commercer avec l'État israélien à travers un accord commercial. Cet accord commercial qui prévoit d'ailleurs notamment un article, son article 2, qui conditionne cet accord au respect des droits humains, qui est largement violé. Et j'observe qu'à l'heure où je vous parle, on a lancé une initiative citoyenne européenne qui a déjà réuni 900 000 signatures pour suspendre cet accord d'association. Il est encore possible de signer cette initiative citoyenne parce que si on atteint le million, et on peut atteindre le million là dans les heures qui suivent, alors la Commission européenne sera obligée de répondre, obligée de proposer la suspension de cet accord commercial pour arrêter la complicité des États européens avec à la fois un génocide en Palestine, mais aussi des crimes qui sont commis à l'heure actuelle au Liban. Qui, lui, lutte contre le Hezbollah, qui est un mouvement terroriste et qui est un proxy de l'Iran dans cette affaire. Là aussi, c'est intéressant de regarder ce que dit exactement le gouvernement israélien. L'armée israélienne a reconnu elle-même qu'il était impossible de désarmer le Hezbollah par la force. Première chose. Deuxième chose, le but de l'État et du gouvernement israélien n'est pas en réalité de se débarrasser du Hezbollah, c'est d'occuper le sud du Liban, comme ils l'ont fait entre 1982 et l'année 2000. Monsieur Smotrich, qui est quand même ministre dans le gouvernement de Benjamin Netanyahou, dit exactement qu'il appelle à l'annexion du sud du Liban et qu'il appelle à faire dans le sud du Liban ce qui a été fait pour la bande de Gaza. C'est-à-dire vous y croyez vraiment, vous? Considéré comme un extrémiste là-bas, lorsqu'il dit ça. Mais il est membre du gouvernement ou non? L'intention du gouvernement en France l'intention du gouvernement israélien est extrêmement claire. Non, c'est une personne dans le gouvernement, madame. Vous dites aujourd'hui que le but de... massivement le sud du Liban pour essayer d'élargir le territoire. C'est pas parce qu'une personne du gouvernement le dit que le gouvernement va suivre. Arrêtez-moi si je me trompe. Vous avez vu le gouvernement Barnier, le gouvernement Bayrou, les mouvements de coalition, le nombre de prises de parole qu'il y a eu des ministres des uns et des autres. Vous nous dites aujourd'hui que Israël veut annexer le sud du Liban, c'est ça? Madame Aubry. Je vous promets, je répondrai à toutes vos questions. On a 1 heure, ça va bien se passer. Donc, attendez, ça s'est mal passé justement quand la dernière fois, un responsable politique a dit ça va bien se passer. Mais c'est pour ça que je vous le dis sur le ton de l'humour. Je vais prendre toutes vos questions, il n'y a pas de problème. On y va. Donc, pour répondre à ce que vous disiez, quand vous avez un ministre qui annonce des objectifs extrêmement clairs, quand de facto vous avez des villages entiers qui sont détruits dans le sud du Liban, que les Libanais vivent avec la menace permanente de drones, et donc là il est clair que l'objectif du gouvernement israélien,
n'est pas la destruction Moi, je du trouve qu'il n'y a Hezbollah. rien de clair. Quand l'armée israélienne dit elle-même que ce ne sont pas des bombes, là aussi, qui vont nous débarrasser du Hezbollah. Donc, à partir de ce moment-là... non, mais ce que vous nous dites, Madame Aubry, c'est que... C'est qu'Israël veut coloniser, vous êtes en train de nous expliquer qu'Israël veut coloniser le Sud-Liban et voire l'annexer. En tout cas, c'est ce qu'ils sont en train de faire, oui. C'est ce que vous dites. C'est ce que vous dites. Mais vous distinguez, je suis persuadé que vous distinguez d'attaquer le Hezbollah. Pour vous, la destruction militaire du Hezbollah, dans la mesure où ça serait possible, ça serait légitime? Le désarmement du Hezbollah, c'est un des objectifs qui avait été posé par le gouvernement au Liban. Et oui, qui est légitime, mais qui doit être fait par les Libanais, par le gouvernement libanais. Et le soutien des Européens, par exemple, quand le Liban demande l'aide, notamment de la France, mais parce que pour désarmer le Hezbollah, c'est une chose légitime selon vous? Oui, c'est une chose légitime. Attaquer des civils, ce n'est pas une chose légitime. J'entends bien, mais je distingue la question. Le Hezbollah, tant que tel... Je pense vous avoir répondu extrêmement clairement. Donc vous croyez à la solution diplomatique sur ce sujet? Je crois à la solution diplomatique sur ce sujet. Qui a toujours échoué sur la solution diplomatique sur le Liban, le désarmement du Hezbollah, ça n'a jamais... Pas avec l'Union européenne, c'est-à-dire qu'on a attendu que le Liban le fasse eux-mêmes, et là, effectivement, ça a été un échec. Et ce qui est sûr, c'est que, en l'espèce, les armes ont échoué. Les armes ont échoué en Iran, comme elles ont échoué en Irak, en Afghanistan, et en plus, ça fait des centaines de morts civils. Et moi, je refuse que nous restions attentifs, passifs, face aujourd'hui à des crimes de guerre, voire des crimes contre l'humanité. Manon Aubry est l'invité du Grand Rendez-vous. On revient dans un instant. Retour sur le plateau du Grand Rendez-vous Europe 1 CNews, les échos avec l'eurodéputée insoumise Manon Aubry. On a parlé de la guerre en Iran et bien sûr, pour les Français, une des grandes conséquences de ce conflit au Moyen-Orient, c'est les carburants, et c'est Stéphane Dupont qui vous interroge là-dessus. Oui, alors les carburants qui ont beaucoup augmenté, tout le monde le constate, plus de 2,30 € le prix du gasoil en France aujourd'hui. Le Premier ministre Sébastien Lecornu, vendredi soir, a annoncé un certain nombre de mesures pour répondre à cette situation qui... L'essentiel, c'est d'encourager l'électrification, le leasing social, encourager les Français à changer de comportement. Pas de mesures pour faire baisser le prix des carburants. Est-ce que ça vous satisfait ? Ce ne sont pas des mesures qu'a annoncé Sébastien Lecornu, ce sont des mesurettes complètement déconnectées de la réalité. Là, les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent ce matin, qui vont faire peut-être le plein avant d'aller la semaine au boulot la semaine prochaine, vont être ravis d'apprendre qu'il faut qu'ils achètent des voitures électriques dont ils n'ont pas les moyens d'acheter ces voitures. Franchement, ça me ferait presque rire tellement ces mesures sont à côté de la plaque. Le problème, c'est derrière, c'est la vie de millions de gens qui galèrent à finir leur fin de mois. Qu'est-ce qu'il faut faire alors ? Qu'est-ce que vous proposez ? Bloquer les prix. Bloquer les prix de l'essence. Bloquer les prix de l'essence avant... À quel niveau ? Au niveau juste d'avant la crise, autour d'1,70 €. De nombreux États l'ont fait. La Grèce, la Croatie, la Corée du Sud. C'est une mesure qui ne coûte pas un seul centime à l'État, puisque ce sera aux raffineurs notamment de prendre en charge. Je rappelle que des entreprises comme Total, toutes les entreprises pétrolières ensemble font 12 millions de profits par jour. Mais surtout, j'ai lu un article dans Les Échos cette semaine qui était assez intéressant, qui regardait comment Total avait fait 1 milliard d'euros de profit juste en vendant au prix actuel des stocks qu'ils avaient constitués avant la crise. Et donc, c'est des profits colossaux qui sont faits et à aucun moment... Ni le gouvernement, ni la droite, ni l'extrême droite, dont je veux dire ici l'hypocrisie du Rassemblement national qui ne veut surtout pas s'attaquer au profit de Total, sans doute parce que Marine Le Pen a dîné il n'y a pas longtemps avec M. Pouyanné, le PDG de Total. Oui, vos confrères ont révélé que Marine Le Pen, et je crois que Jordan Bardella était là aussi, ils ont dîné avec le PDG de Patrick Pouyanné. Donc je comprends que le Rassemblement national préfère défendre les intérêts des grandes entreprises. Ce que vous voulez, c'est que les pétroliers vendent à perte, c'est ça ? Non, qui ne vu le prix du baril... Avec le Rassemblement national, c'est que le Rassemblement national veut baisser les taxes sur le carburant et vous voulez baisser le prix en amont, c'est-à-dire au niveau du pétrolier. Nous, on veut garantir que le prix payé par les Françaises et les Français ne dépasse pas 1,70 €. Si vous baissez les taxes, vous n'avez aucune garantie que le prix final baisse. On l'a vu au moment où on a baissé la TVA sur la restauration. Peut-être vous vous souvenez,
les prix globalement dans les restaurants n'ont pas baissé parce qu'il n'y avait pas une garantie, un prix maximum à payer. Et je constate d'ailleurs que si l'on baisse les taxes, ça fait de l'argent en moins dans les caisses de l'État, le tout qui participe au profit des entreprises pétrolières. Je le rappelle, 12 millions d'euros de profit par jour pour les grandes entreprises pétrolières. Donc oui, elles ont largement les moyens de raboter... Non, c'est pas raboter, Madame Aubry. C'est intéressant ce que vous dites parce que Total, c'est un acteur qui est à la fois raffineur et vendeur. C'est important parce que le gros des bénéfices, je parle sous le contrôle de notre journaliste des Échos, le gros des bénéfices se fait non pas à la dernière étape au moment de la vente, mais au moment de l'étape de raffinerie. Et donc dans cette étape-là, ce que fait Total, c'est qu'ils se font un max de marge. Et ensuite, ils cassent les prix en disant comme ça, je récupère une plus grande partie de marché, je m'accapare une plus grande partie du marché plus français. De volume. Et globalement, ils font toujours plus de profits et de dividendes qui sont versés aux actionnaires. Et je le dis, Total est une entreprise extrêmement rentable qui pourtant ne déclare zéro... Je termine juste là-dessus parce que c'est important, qui ne déclare 0 € d'impôts payés en France ces dernières années parce que 0 € de bénéfices, alors qu'ils font 20% de leur chiffre d'affaires, qu'ils ont un tiers de leurs employés en France et qu'ils vont délocaliser une grande partie dans les paradis fiscaux, notamment en Suisse. Il y a des chiffres qui sont sortis cette semaine avec plus 67% de déclarés dans les paradis fiscaux en temps de crise. On laissera Patrick Pouyanné répondre à vos déclarations. Je l'invite ce matin à répondre. Et je vous dis une dernière chose, que non seulement le Rassemblement national protège les intérêts de ces entreprises, mais ce n'est pas les seuls. Il y a une quinzaine de députés à l'Assemblée nationale qui possèdent des parts dans Total, dont l'objectif n'est pas de légiférer contre Total, ce que vous voulez... parce qu'ils s'en mettent plein les poches. Et bien contre ceux qui s'en mettent plein les poches contre les intérêts des Français, nous disons blocage. Si je peux me permettre, ceux qui s'en mettent plein les poches, c'est aussi l'État. Donc la question des taxes sur le carburant est une question illégitime selon vous. Le commun des mortels qui dit globalement, lorsque je paie 1 litre d'essence, l'État en prend une trop grosse part, si possible, ne pourriez-vous pas être un peu moins porté à mettre la main dans nos poches? Pour vous, ce n'est pas une question légitime. Si vous bloquez le prix de l'essence à 1,70 €, est-ce qu'il y aura plus ou moins de taxes payées qu'à l'heure actuelle à 2,50 €? J'entends la question que la proportion... Répondez à ma question parce que c'est intéressant. On est un peu dans le rôle, je vous pose une question, vous répondez peut-être. Donc la question que je vais d'abord poser, vous me permettez, c'est on paye une partie sur 1 litre d'essence, une portion significative va à l'État tout simplement. Est-ce que pour vous, il y a un problème dans cette idée que l'État prenne une aussi grande part à chaque litre d'essence? Moi, j'ai un problème dans le fait que les pétroliers prennent une si grande part dans le litre d'essence. D'accord, ça c'est la réponse 2, mais la réponse 1... comme on dit, c'est votre question, c'est ma réponse. Parce que, donc l'idée que l'État prenne une part significative... C'est une bonne référence, Georges Marchais, non? Ça dépend pour qui, oui. Ça dépend pour qui. Pour en revenir au cœur du sujet. Aujourd'hui, si le litre d'essence est si cher, c'est d'abord et avant tout parce que les entreprises s'en mettent plein les poches. Ce n'est pas parce que l'État prend une grosse part. Mais si vous mettez le litre d'essence à un prix maximum, c'est la garantie que les citoyennes et les citoyens... Et donc les pétroliers ne payent... Mais non, par magie vont absorber tout ça et vendre à perte pendant des... Parce que si le prix du pétrole reste élevé comme ça pendant des semaines, des mois, on n'en sait rien. Imaginez que vous allez les obliger quand même à terme à vendre à perte. Et ça, c'est pas possible. Est-ce que les pétroliers perdent de l'argent à l'heure actuelle? Ah ben non, ils n'en perdent pas à l'heure actuelle. Mais si, avec votre mesure, ils vont en perdre beaucoup. Non, ils ne vont pas en perdre parce que vous mettez le prix de l'essence à un prix qui se rapproche du prix du gros. Et donc, c'est pour ça que vous agissez à 2 niveaux, sur le prix final et sur le prix du gros initial. Et vous rapprochez le prix du gros du prix final de telle sorte à ce que le prix final qui soit payé quand on fait son plein ne nous coûte pas une blinde. Et donc, je ne comprends pas aujourd'hui cette mesure du blocage des prix. Elle devrait être extrêmement consensuelle dans la classe politique. Et le fait est qu'aujourd'hui, on a des responsables politiques qui acceptent d'avoir le pistolet sur la tempe, le pistolet d'essence sur la tempe quand ils font leur plein. Ou le pistolet du fisc sur la tempe. 59%, j'ai vérifié, 59% du prix final, je ne me trompe pas, sur un litre d'essence, c'est taxes et différentes contributions à l'État. 59%, c'est beaucoup. Monsieur Boccoté, si vous baissez le prix des taxes comme vous le proposez, notamment c'est la proposition du Rassemblement national. Et de tous les libéraux de la planète Terre. Et je ne vous entends pas. Oui, le Rassemblement
national est très libéral. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en faire la démonstration. Si vous baissez le prix des taxes et uniquement le prix des taxes, vous allez baisser sur le litre qui est actuellement à 1,50 € de 14 centimes. Si vous baissez le prix de l'accise comme il le propose, 14 centimes en moins d'1,50 €, ça fait 1,36 €. Je pense que c'est beaucoup trop cher. Oui, ça fait 1,36 €. 2 euros. Ah, pardon. Je vais les chiffres et les lettres présentés par Manon Aubry. Vous avez des problèmes de calcul, Madame Aubry, manifestement. Si vous baissez le prix de l'essence de 14 centimes, ça fait 14 centimes en moins. Donc jusque-là, tout le monde peut comprendre que c'est extrêmement trop cher et que si vous baissez le prix maximum à un prix qui se rapproche du prix du gros, là, vous pouvez être sûr que le prix est accessible. Et pour finir ma démonstration, c'était de 2,50 € à 2,36 €. Juste pour en revenir à la réponse du gouvernement, en l'occurrence M. Lecornu, qui dit globalement, bon, alors voilà, nous, on ne baissera pas les prix parce qu'on n'est pas non plus dans la situation économique qu'est l'Italie, il n'y a plus d'argent, la Suède, et ceux qui ont baissé les prix au niveau de la taxe, justement, dont on vient de parler. Mais par contre, il faut aller à fond sur l'électrification. Qu'est-ce que vous répondez à Sébastien Lecornu sur l'électrification et cette volonté de, j'allais dire, s'inédier, changer de voiture? C'est plutôt écolo, ça. Une voiture électrique. Je pense qu'il y a deux problèmes qui sont posés. Le premier problème, c'est la question de l'accessibilité financière. Si vous prenez, par exemple, une voiture électrique, je pense que, surtout en ce moment, vu le prix de l'essence, tout le monde aimerait bien avoir une voiture électrique et aller faire le test. Pour aller acheter dans n'importe quel concessionnaire automobile, vous allez avoir un prix d'une voiture électrique qui commence à au moins 30-35 000, si ce n'est plus. D'ailleurs, le prix moyen de la voiture électrique a augmenté ces dernières années, considérablement en France, quand il baisse, par exemple, dans un pays comme la Chine. Donc ça, c'est le premier problème. Le gouvernement vous dit que vous pouvez trouver des voitures d'occasion électriques à 5-6 000 €, ce qui est vrai. Ce qui est vrai, mais qui est une voiture qui est plus sur l'autonomie est plus faible, qui aura probablement des réparations à faire. Donc ça reste un coût et l'accessibilité. Mais sur le principe, c'est pas une bonne idée d'encourager l'électrification? C'est pour ça que je vous dis, c'est bien sur le principe, mais ça pose deux problèmes. Le premier que je viens d'évoquer, et le deuxième problème, c'est que à aucun moment on se pose la question de la sobriété des usages, parce que si vous passez en tout électrique plus je ne sais combien de data centers, etc., à la fin, ce n'est pas 5 centrales nucléaires qu'il vous faudra, mais 50 centrales nucléaires pour pouvoir subvenir aux besoins. Et donc, à un moment, il faut aussi se poser la question des transports en commun quand c'est possible, que ce soit finançable. Aujourd'hui, ça coûte encore moins cher de prendre sa voiture que de prendre le train. C'est un problème. Tout le monde fait l'exercice. Là, on est au mois d'avril. Peut-être que les gens regardent les billets de train pour cet été. Ça coûte une fortune. Et c'est pas normal que, avec une famille et 2 enfants, ce soit plus rentable de prendre la voiture que de prendre le train. Et donc là, c'est là où l'État doit aussi jouer un rôle. Surtout la SNCF, c'est une entreprise publique, pour faire en sorte, là aussi, de contrôler les prix et pour que ce soit plus incitatif de prendre les transports en commun que sa voiture. Une nouvelle pause et on retrouve dans un instant sur Europe 1 et sur CNews Manon Aubry. Toujours sur le plateau du Grand Rendez-vous avec l'eurodéputée insoumise Manon Aubry. Les dernières élections municipales pour les villes conquises par LFI, on a entendu parler d'un nouveau concept qui est la Nouvelle-France. Alors expliquez-moi, qu'est-ce que c'est la définition de la Nouvelle-France, Manon Aubry? D'abord, permettez-moi de dire un mot sur ces nouvelles villes, puisque vous avez beaucoup parlé à cette antenne, notamment sur CNews, de Bali Bagayoko, qui est le nouveau maire de Saint-Denis. Je cite, entre autres choses que vous avez dites, on a parlé de lui comme un mâle dominant, de grand singe, de tribu primitive, sans que ce soit corrigé d'une manière ou d'une autre. Donc j'en profite d'être ici à cette antenne pour vous demander solennellement des excuses, parce que je pense que quand on est maire, a fortiori élu au premier tour, il représente une ville de 150 000 habitants qui a souhaité un changement à la tête de la ville, qui a souhaité aussi qu'on s'intéresse à eux. Et c'est ça aussi, la Nouvelle-France, c'est l'entrée d'une partie de la population qui, jusqu'à présent, se sentait pas représentée en politique, pas représentée y compris dans la sphère médiatique, dans la sphère publique. Et le concept de Nouvelle-France, que je sais que vous allez me demander à quoi il s'oppose. Le Nouvelle-France, comme on peut s'imaginer... Juste sur ce que vous venez de dire, Manon Aubry, vous m'avez demandé des excuses au nom de CNews. Oui. Bon. Moi, je pense personnellement, et CNews l'a dit dans différents communiqués, qu'il n'y a rien de répréhensible dans les séquences
qui ont été montrées. Donc c'est normal de traiter un maire noir de grand singe. Mais je pense que personne n'a traité un maire noir de grand singe. Je pense que l'amalgame a été fait. On a parlé de lui comme un grand singe, tribu primitive. Puisque vous abordez le sujet, je vous propose qu'on revisionne la séquence dont vous parlez et on en parle après. Est-ce que ça vous convient ? Allons-y, si Alors, vous le souhaitez. on revisionne la séquence dont vous parlez. C'était le sociologue Jean Dorido qui parlait. On a le sentiment que cette ville de Saint-Denis, elle devient ce laboratoire voulu par la France insoumise de cette fameuse Nouvelle France. Et que fait le maire ? Finalement, il essaye de pousser les limites. Jusqu'où je peux aller, au fond ? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça, finalement ? Sûrement qu'il y a un peu de ça. Maintenant, c'est important de rappeler que l'Homo sapiens, nous sommes des mammifères sociaux et de la famille des grands singes. Et par conséquent, dans toute collectivité, dans toute tribu, nos ancêtres chasseurs-cueilleurs vivaient en tribu, il y a un chef qui a pour mission d'installer son autorité. Et là, ce qui se révèle avec l'élection de M. Bali Bagayoko à Saint-Denis, c'est que ça rappelle quand même qu'un maire dans une commune a énormément de pouvoir. Ça, c'est vrai depuis toujours. Il a beaucoup de latitude, de possibilités d'action. Et je ne veux pas faire de procès d'intention, je ne connais pas ce monsieur. Maintenant, monsieur l'ancien sous-préfet le rappelait, nous sommes dans une démocratie, un état de droit, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Nous n'avons pas de dictateur, de tyran à notre tête, heureusement. Alors, voilà la séquence qui était passée. Monsieur Dorido parle d'une théorie qui ne s'approprie pas forcément, qui ne s'applique pas forcément à monsieur Bagayoko. Quand il fait référence à monsieur Bagayoko, il parle des politiques qui ont été menées par lui, des décisions politiques. C'est extrêmement grave ce que vous êtes en train de faire. Non seulement vous ne faites... C'est pas grave. Non seulement... Je suis en train de m'expliquer avec vous. Laissez-moi répondre. Non seulement vous ne faites pas de mea culpa, en plus, vous rediffusez la séquence, donc vous rediffusez l'association. Avec votre accord. L'association. Avec votre accord, mais Madame Aubry. ce que vous êtes en train de faire est absolument insupportable, et je vous le dis très calmement, mais aussi très fermement. Aujourd'hui, associer un maire qui est de couleur de peau noire et parler de lui comme une tribu primitive et des grands singes. Si aujourd'hui je faisais un amalgame sur une personne de confession juive en utilisant un stéréotype de couleur de peau noire, mais on vous aurait fait êtes la les même chose. premiers à nous tomber dessus quand si jamais on faisait un amalgame avec une personne de confession juive, si on utilisait un stéréotype qui est associé à ces personnes-là, et on ne devrait pas le faire et on ne doit pas le faire. Donc je vous le dis, ce que vous faites, c'est insupportable. Vous n'avez pas rediffusé par ailleurs la séquence de Michel Onfray qui parle de mâle dominant. Je peux la rediffuser, mais vous allez me dire que c'est scandaleux que je la rediffuse. Je pense que c'est scandaleux et c'est pas un hasard. Donc je la rediffuse pas. C'était avec votre accord, Madame Aubry. C'est pas un hasard. C'est trop facile ce que vous faites. C'est non, pas un hasard. C'est pas trop facile. C'est pas un hasard si le parquet. Je vous ai demandé Laissez-moi si vous finir. vouliez voir la séquence. Vous m'avez dit oui. Monsieur Devino, c'est pas un hasard si le parquet a annoncé l'ouverture de 2 enquêtes pour injure publique à caractère raciste et cyberharcèlement sur le réseau social X en raison de sa couleur de peau. Mais pourquoi est-ce qu'on en parle ici alors si le parquet va donc vous avez participé aujourd'hui à la banalisation du racisme. Non, et je tiens à vous confronter. Je réfute complètement. Je tiens à vous confronter cela. De la même manière où quand vous avez parlé en long, en large et en travers de ma collègue Rima Hassan qui aurait détenu de la drogue, information qui n'était pas vérifiée, information qui était fausse et que vous n'avez pas retiré là aussi, donc vous avez menti sciemment et ce n'est pas la première fois que vous êtes mis la main dans le pot de confiture et donc je viens ici solennellement ce matin vous demander des excuses parce que vous portez honneur aux personnes qui sont directement attaquées, mais à travers eux, aux personnes qui sont représentées à travers la personne de Rima Hassan, qui sont représentées à travers la personne de Bali Bagayoko. Et moi, je suis dépositaire. Pas que ce sont des stupéfiants qui ont été trouvés dans son sac. Il classe l'affaire sans suite, l'infraction ne pouvant pas être caractérisée, ce qui n'est pas exactement la même chose. Alors, là aussi, je me suis amusée, j'ai regardé un petit peu les bandeaux de CNews. Rima Hassan, de la drogue retrouvée dans son sac. Gabriel Cluzel sur CNews, c'est de la 3MC. Vous savez, c'est la cocaïne du pauvre qu'on avait retrouvée dans l'affaire Palmade. Oui ou non, est-ce qu'il y avait de la 3MC dans ce qu'elle avait dans son sac ?
Il faut demander aux analystes de La réponse est non. la police. La réponse est non, monsieur De Villeneuve. Et le problème, vous voyez, c'est un peu toujours la même chose. Il y a une enquête judiciaire, à grand coup de renfort médiatique, avec des fuites qui sont absolument opportunes dans la presse, qui visent à calomnier et à dire des choses fausses. Et le problème, c'est que quand la vérité éclate, ça ne fait plus la une des journaux. C'est toujours le même problème. Vous voyez, les mensonges prennent l'ascenseur, mais la vérité prend l'escalier. Eh bien, ce matin, vous devriez profiter de cette antenne pour vous excuser. Et vous, Madame Aubry, excuser au nom du journalisme auquel, je pense, vous n'avez pas fait honneur ces 2 dernières semaines, en traînant dans la boue à la fois mon collègue Bali Bagayoko et à la fois ma collègue Rima Hassan. Je suis désolée, quand vos plateaux laissent passer des assimilations racistes, c'est une atteinte. Madame Aubry, pardonnez-moi, c'est probablement une querelle qui date de quelques semaines déjà, mais revenons-y, vous et moi on parle français très bien, je crois. Quand on dit nous sommes des grands singes. Je ne dis pas que je suis d'accord avec la formule, mais quand on dit nous sommes, on ne parle pas d'un homme en particulier, on parle d'une espèce lorsqu'il parle. Donc l'être humain, vous, moi, blanc, mauve, jaune avec des points verts, orange s'il le faut. Il n'y a aucune dimension raciale lorsqu'il parle. Il fait de vous de mauvaise éthologie. On peut le dire. Ça pour vous, lorsqu'il dit nous sommes, quand j'ai déjà eu l'occasion de dire Donald Trump, quelquefois, il se comporte lui-même à la manière d'un chef dominant. Sur Donald Trump, j'ai eu l'occasion de le dire souvent. M'avez-vous accusé de racisme? Donc, ce matin, vous contestez le fait que ces propos... Non, je demande, vous parlez français. Quand on dit nous... ...participent au racisme. Non, Madame Aubry, quand on dit nous... Vous faites la démonstration Madame Aubry, soyez honnête. Vous me posez une question, je vous réponds. Quand on dit vous nous... pouvez faire les questions, les réponses, il n'y a pas de problème. Mais dans ce cas-là, c'est pas la peine. Madame Aubry, quand on dit nous... Quand on dit si je dis nous sommes, vous, moi, d'autres, nous sommes des grands singes, nous sommes des soucoupes volantes, nous sommes des martiens grands singes. Si je dis nous, je nous inclus tous dans l'eau. Je ne parle pas d'une personne en particulier. Quelqu'un qui accuserait M. Bagayoko d'être un grand singe, ce serait odieux, scandaleux, atroce, odieux, absolument atroce. Mais si vous avez entendu la séquence, personne ne dit ça. Personne ne dit ça. Vous n'avez pas honte, d'une certaine manière, de lancer de telles accusations? Pardon? Vous demandez des excuses, je vous demande si vous n'avez pas honte. Pardon, qui devrait avoir honte? De ceux qui mentent, ceux qui déforment les propos. Je peux y aller maintenant? Je peux pas. Allez-y. Qui devrait avoir honte ce matin? Ceux qui déforment les propos? Est-ce que ce n'est pas ceux qui participent à la banalisation du racisme du matin au soir? Le racisme est atroce, madame. À la suite desquels mes collègues, dont Nadège Abomongoli, dont Carlos Martins Bilango, ont reçu pas plus tard que cette semaine un courrier avec une photo de Tintin au Congo qui parle de bonobo. Vous voyez ce racisme? Mais c'est odieux, ça. Mais vous êtes en train de nous accuser de participer à cela. Et quand, Madame Aubry, quand on dit, quand votre chef dit à propos des Blancs, tout blanc, tout moche, c'est du racisme à condamner, ça? Vous voulez, on peut parler de cette séquence si vous voulez. Tout blanc, tout moche. Mais aujourd'hui, je vois bien. Il parlait de nous en passant. Je vois bien que vous êtes mal à l'aise et je le comprends parce que c'est une position qui est difficile. Mais non, on en parle calmement avec vous. Je vous demande si vous trouvez ça normal de citer hors contexte des gens. Si vous parlez tous en même temps, ça ne va pas le faire. Donc, je comprends que ce soit une situation qui est compliquée à défendre. À votre place, je ne me serais senti pas à l'aise. Vous parlez de tout blanc, tout moche ici? Mais je suis ici pour défendre l'honneur de mes camarades que vous avez salis. Vous n'avez jamais rétabli la vérité. C'est une accusation. Vous n'avez jamais rétabli la vérité vis-à-vis de Rima Hassan. Vous l'avez accusé à tort de détenir de la drogue. Si, on a rétabli la vérité. Non. À quel moment il y a eu un bandeau CNews s'est trompé? À quel moment vous avez rétabli la vérité? Je mets au défi ceux qui nous regardent. Vous pouvez regarder toutes les éditions de CNews et tous les journaux d'Europe 1 et les éditions d'Europe 1 Sport que j'anime tous les soirs où on a effectivement dit que le parquet... a classé l'affaire. Pour finir sur cette séquence, parce que mais elle est toujours poursuivie pour apologie du terrorisme. Je comprends l'animosité. Non, il n'y a pas d'animosité. Vous lancez des accusations gratuites, madame. Vous lancez des phrases. Ce que je vous reproche, en revanche, madame Aubry, c'est que vous avez demandé à regarder la séquence. Ça, franchement, je le prends très mal. Vous venez très souvent sur mon plateau. Je n'ai pas demandé à regarder la séquence. Vous avez voulu remontrer la séquence. Non, vous préférez citer hors contexte et vous êtes mal à l'aise quand on vous montre la séquence. Non, au contraire. Votre malaise est gênant, madame. Vous avez clairement demandé la permission, madame Aubry. Vu votre ton, je pense que c'est vous qui êtes mal à l'aise. Pour finir sur cette séquence... Vous lancez des accusations, vous prenez mal qu'on le prenne mal. On va terminer cette séquence par vous dire... Je vais vous dire une chose. Vous avez le droit de nous combattre. Vous avez le droit d'être en désaccord avec nous. On n'est pas des responsables politiques. Vous avez le droit. Par contre, ce que vous n'avez pas le droit, c'est de nous traîner dans la boue et de nous calomnier avec des mensonges et des fake news. Comme par exemple des citations hors contexte. Et une deuxième chose que vous n'avez pas le droit, c'est de banaliser le racisme et de personne ne le fait, tout le monde le condamne. À votre antenne quand des propos sont tenus, des propos qui visent à banaliser le racisme. Mais vous vous rendez compte, vous déformez la réalité consciemment. Monsieur De Villeneuve, la prochaine fois que vous aurez à votre antenne, mais c'est souvent, je dois le reconnaître,
pas aux séquences que vous animez vous. Je pense notamment à des séquences de Monsieur Pro et d'autres. Quand vous aurez des invités qui tiennent... Ah bah je peux vous les donner, les séquences de Monsieur Pro. Vous les voulez vraiment ? Alors, dans les séquences de Monsieur Pro, l'heure des pros, 2 avril, donc elle n'a pas vérifié son sac et surprise dans son sac de la drogue qui était parfaitement illégale. Ce dont on parle, c'est que, à mon avis, on doit aller chez Rima Hassan faire une perquisition. Est-ce qu'on va trouver de la drogue dans son sac ? Écoutez, c'est vous faux. demanderez Donc, vous voyez aux intéressés, des exemples. Moi, je J'en ai vais un marquer certain une nombre. pause et ensuite vous allez m'expliquer la Nouvelle-France. Avec plaisir. Allez, une pause et on parle de la Nouvelle-France dans un instant sur CNews et sur Europe 1. Suite et fin du grand rendez-vous avec Manon Aubry. Alors justement, la question, c'était la Nouvelle-France et vous en étiez à me donner une définition de la Nouvelle-France. La Nouvelle-France, pour nous, c'est cette France qui a trop souvent été mise de côté, trop souvent ignorée. C'est la France d'aujourd'hui qui s'oppose à la France du début de la Ve République en 1958, qui a considérablement changé. En 1958, vous aviez par exemple un Français sur 10 qui avait un grand-parent étranger. Aujourd'hui, c'est 1 sur 4. En 1958, les femmes n'avaient pas l'avortement, pas le droit à l'avortement, la contraception. Il fallait l'autorisation du mari pour ouvrir un compte en banque. Aujourd'hui, les femmes sont évidemment beaucoup plus actives dans la vie. Dans la vie économique. Mais il y a énormément de progrès. De ce que je vous dis, c'est pas une mauvaise chose. Au contraire, c'est que la société a changé. La société s'est transformée. Et donc, à partir du moment où la société s'est transformée, il faut la prendre comme telle. À la fois dans la représentation politique, le fait, par exemple, quand on a eu Rachel Keke, qui était députée à l'Assemblée nationale, qui était la première femme noire, femme de ménage, eh bien, c'est cette nouvelle France-là qui donne vie, qui donne corps aux invisibles, qui trop souvent, je le vois quand on fait du porte-à-porte, quand on échange avec les gens, ils nous disent « mais on ne se sent pas représenté ». Et je pense qu'on a su, dans cette campagne des élections municipales, donner corps à cette nouvelle France, donner une incarnation, mais aussi derrière pour avoir des propositions politiques, pour prendre à bras-le-corps la question des inégalités entre les femmes et les hommes, pour prendre à bras-le-corps la question des discriminations. Et c'est un concept qu'on va continuer à développer dans le cadre de l'élection présidentielle. Est-ce que c'est par opposition à une ancienne France que vous ne voulez plus et qu'est-ce qu'il y a comme concept dans l'ancienne France que vous ne voulez plus, que vous répudiez ? Est-ce qu'on s'assoit sur l'histoire, sur le patrimoine français ? Absolument pas, non, absolument pas. L'histoire française, elle est riche. C'est l'histoire de la Révolution de 1789. Ça commence même peut-être avant. Ça a commencé avant. Bien sûr. Mais il y a Clovis avant. Non, il y a les rois de France. Mais ça ne vous a pas échappé qu'il n'y a plus de rois en France, même si on peut se poser la question sur Emmanuel Macron, tellement il a de pouvoir. Ça, c'est fait. Mais dans tous les cas, oui, la société a changé. Ça ne veut pas dire faire fi de son histoire. Ça veut dire adapter, accompagner ces mutations, adapter nos propositions politiques en la matière. Je vous prends un autre exemple. Il y a, dans les années 50, de mémoire, c'était une famille sur 10 qui était une famille monoparentale. Aujourd'hui, c'est 1 sur 4. Ça veut dire que les enfants grandissent à travers des gardes alternées, qu'ils grandissent très souvent avec des mères seules. Et donc, ça veut dire que... C'est dans beaucoup de pouvoirs politiques, de programmes politiques. Je vous donne un exemple très concret de ce qu'on a incarné pendant les élections municipales en réponse à cette nouvelle France sur la question des familles monoparentales. Une des propositions qu'on a faites, c'est une carte pour les familles monoparentales pour leur donner un accès privilégié, par exemple, au système de garde et du système périscolaire pour qu'il soit gratuit, etc. C'est ça, s'adapter à la nouvelle France. Et donc, vous voyez, la nouvelle France, c'est prendre en compte le pays dans ses mutations. Mais à ce compte-là, ce n'est rien d'autre qu'une banalité. Tout pays change, il faut le prendre au moment où il est rendu. Mais moi, la question, que vous soyez d'accord et que vous sembliez qu'il y ait des évolutions. mais moi, c'est une évidence, le concept de ce que j'aimerais savoir, la Nouvelle-France, c'est autre chose dans l'histoire, vous le savez. Ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que l'ancienne France, elle était toute blanche, toute moche? Non, c'est parce que... C'est ce qu'a dit votre chef. Non. Tout blanc, tout moche que vous êtes. Non, il parlait de vous et moi, il parlait même de Pierre et de Stéphane. Il parlait en l'occurrence... Tout blanc, tout moche, c'est pas raciste, ça? Non, il parlait en l'occurrence de l'histoire de France et du fait que les grands accomplissements de la France n'étaient justement réalisés pas uniquement par des gens tout blancs. C'est uniquement la chose. Tout blanc, tout moche. Donc, tout blanc, si tout vous moche. sortez la phrase de son contexte... vous êtes spécialiste là-dedans, moi je vous cite exactement. Bizarrement, là, vous n'avez pas l'extrait. Si vous voulez, si quelqu'un en régie nous écoute, vous pouvez ressortir l'extrait exact de son meeting sur la question et vous verrez... On doit l'avoir dans le conducteur, mais enfin, après vous allez encore me reprocher de le passer. Vous verrez que sa pensée était un tout petit peu plus complexe que cela. Mais tout blanc, tout moche. Mais je suis tout noir, tout moche, c'est mon secret. Je suis sûr que vous prendrez le temps d'écouter les meetings je les écoute, parce qu'en termes
d'histoire et d'érudition, je pense que ça élève un petit peu le débat et que ça fait du bien. Ah non, excusez-moi, j'insiste. Tout blanc, tout moche. Si je dis tout noir, tout moche. Moi aussi, Tout noir, j'insiste. tout moche, ça vous choque? Je vous encourage à aller Tout jaune, écouter, tout moche, ça vous choque? aller écouter l'ensemble du Je vais l'écouter. meeting et vous verrez que l'amalgame que vous faites n'est absolument pas approprié. Madame Aubry, le 12 mars dernier, à la Grande l'art de Mosquée de fuir, Paris, l'art de devant un fuir. parterre de responsables musulmans, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, tenait ce discours. Je ne serai pas celui qui irait expliquer à des enfants qu'en portant le voile, elles menacent le vivre ensemble républicain. 3 semaines plus tard, devant le Sénat, rétropédalage du même ministre. Évidemment, je ne suis pas pour le voilement des fillettes. Et sur la promotion de l'islam, mes propos ont été maladroits. Qu'est-ce que vous dites à Laurent Nunez aujourd'hui, qu'il n'assume pas? Ou comment est-ce que vous voyez ces deux discours qui sont complètement antithétiques? Moi, je n'ai pas à dire quoi que ce soit à un ministre qui, vraisemblablement, ne sait pas très bien où Vous il êtes habite. d'accord avec la première partie ou la deuxième Attendez, partie? c'est Madame Ni avec Aubry lui, ni répond. avec l'autre. En l'occurrence, je n'ai pas besoin de Laurent Nunez pour exprimer les positions de la France insoumise. Et les fillettes voilées, c'est la Nouvelle-France? Vous venez de dire que Laurent Nunez ne sait pas où il habite. Poursuivez là-dessus. Et donc, Excusez-nous. non seulement il ne sait pas où il habite, je ne sais pas très bien quelle est sa position in fine. Moi, si vous voulez m'interroger sur ma position à moi, je crois au pouvoir de l'éducation. Le pouvoir de l'éducation, d'ailleurs le voile n'est pas autorisé à l'école, pour donner les clés pour se faire sa propre idée, sa propre position, y compris sur le port du voile pour les jeunes femmes qui souhaitent le porter. Et je regrette que du matin au soir, on parle des jeunes filles voilées comme si c'était l'enjeu principal. Et derrière, je vois bien la tentative qui est de manipuler ou de stigmatiser les femmes qui portent le voile Mais en France. les fillettes voilées, c'est la Nouvelle-France? Mais si vous voulez que des fillettes voilées ne portent plus le voile, c'est quoi la solution? Vous allez aller vérifier. Je vous pose la question. Vous avez chez chanté les la gens. Nouvelle-France. Vous allez- Une fillette voilée dans la rue, pour vous, c'est la Nouvelle-France, c'est son beau visage? La Nouvelle-France, c'est la liberté du culte, monsieur. Pour les enfants? Les C'est la fillettes? liberté du culte. Non, on Bien, s'entend. Les fillettes voilées, c'est la liberté du culte. si vous voulez parler des jeunes filles voilées, c'est étrange, je sais pas, quand des jeunes hommes, on leur fait la circoncision, vous leur demandez pas s'ils sont... Pourquoi vous ramenez tout à la communauté juive? consentants. Donc vous voyez, il y a une forme... Ça va? Je trouve juste qu'il y a une forme d'hypocrisie dans la manière dont Je vous pose posez une la question, répondez clairement pour une fois. Les fillettes voilées dans la rue, ça vous dérange ou non? Parlez moins fort, je vous jure. Donc je vous réponds très calmement en vous disant que... Mais pas très clairement. Ah si, très calmement. Clairement, j'ai dit. Les filles peuvent choisir et que si vous pensez que aujourd'hui il y a une forme de pression qui s'exerce Des parents. des parents ou je ne sais quoi d'autre, ça s'exerce sur toutes les religions et pour la liberté de penser et la liberté de se faire une propre opinion, je crois à la force de l'éducation. Une fillette de nationale 7 et à ans dans la l'esprit. rue qui porte le Juste voile, sur elle la le fait librement. circoncision. Et combien de jeunes filles de 7 ans portent, De plus en plus, chère madame. portent le voile? Soyez sérieux un petit peu. Madame veux Aubry, bien juste qu'on sur la passe circoncision, pour des qu'on soit minutes, clair, vous savez qu'aux États-Unis, quasiment l'intégralité des personnes sont circoncises et qu'il faut justement demander que votre fils ne soit pas circoncis. C'est une demande spéciale parce qu'on part d'une mesure d'hygiène. Voilà, Oui, fermeture de la mais parenthèse. on ne demande pas l'avis aux bébés ou aux jeunes garçons en la matière. Donc, je vous fais ce parallèle juste pour vous dire que aujourd'hui, il y a la une circoncision, volonté... ça n'est pas vous qui justement luttez contre le régime des mollahs, de la soumission des femmes sous ce régime-là, où on couvre effectivement le visage, c'est une forme aussi de soumission. Est-ce que vous dites on ne demande pas l'avis, mais Donc en France, c'est comme dans le régime des mollahs? Attendez, il y a un truc qui m'échappe. non, on ne fait pas on n'a d'amalgame, pas on le a choix. dit Manon Aubry. Je ne sais pas, c'est vous qui parlez de l'Iran, donc Non, c'est pour ça mais- que je vous pose la question. Est-ce que pour vous, alors je reprends au début, est-ce que pour vous, par exemple, le voile pour une fillette, ça n'est pas une forme de soumission? Moi, ce que je souhaite, c'est que toutes les jeunes filles puissent avoir la liberté de croire ou de ne De pas choisir. croire, la liberté de se voiler ou de ne pas se voiler, la liberté d'être C'est très catholique, important ce que vous dites. catholique, Ça veut juive, dire que- protestante, J'ai compris. Ça veut dire tout ce qu'elles ça veut veulent. dire que d'après ce que vous dites, Et elles la ont jeune cette fille liberté ou a pas peut-être, par exemple, à sa majorité, elle peut dire papa, maman, j'ai décidé de Bien ne plus sûr. porter le voile. Bien Très sûr, bien, mais c'est bien important sûr. de le dire. Bien sûr. Voilà. Et heureusement. Et pour ça, je dis de nouveau que le meilleur outil pour donner cette liberté
émanciper, en fait, les jeunes filles, mais comme les jeunes garçons, c'est l'éducation. C'est l'éducation qui vous donne... on est d'accord. Mais que je comprenne. Et c'est une des raisons, d'ailleurs, Mais en pour l'émancipant, elle va lesquelles retirer je suis son pour voile. l'éducation obligatoire jusqu'à 18 ans, qui est une des façons de donner un cadre républicain. La République, c'est quelque chose d'important dans notre pays. Et je pense que c'est la meilleure arme contre toutes les formes d'obscurantisme. Vous pensez que dans un... Oui, il existe aussi... Mais le voile, c'est un symbole d'obscurantisme. Vous pensez que dans un certain nombre de familles, les jeunes filles ont cette liberté de choisir? Il est possible qu'il y ait des familles dans lesquelles elles n'ont pas la liberté. Et c'est pour ça que l'éducation doit être le meilleur outil. Et je pense que c'est... Mais donc on doit le plus les éduquer efficace. à le retirer? On doit les éduquer à avoir un esprit critique. Un esprit critique qui leur permet d'être libres. Par contre, je vous le redis, je refuse qu'à travers ça, on jette le stigmate sur toutes les femmes qui décident d'elles-mêmes, en conscience, de porter le voile. Et jusqu'à preuve du contraire, je ne vois pas en quoi c'est dérangeant que... Il n'y a pas de pression sociale dans certains quartiers pour le port du voile, selon vous? Mais comme il y a des pressions sociales, surtout quand vous êtes dans un cadre familial, il y a des pressions sociales sur tous vos us et coutumes. Et donc c'est pour ça, je vous le redis, qu'on n'a pas meilleure arme que l'éducation. Mais éduquer à quoi? Éduquer à l'esprit critique. Et donc, au terme de l'esprit critique, le voile se retire ou non? C'est un problème pour vous, le voilement généralisé? Au terme du processus éducatif, une femme décide par elle-même. C'est ça que je souhaite. C'est ça que je souhaite pour son corps, pour le droit à l'avortement. Pour vous, c'est pas un symbole politique? Pour la contraception, pour le port du voile, c'est du même ordre. C'est pas un symbole politique, le voile, pour vous? Non, mais c'est le symbole de quoi, en fait? 47 ans après la révolution en Iran... C'est le symbole de quoi? C'est pas un symbole politique, c'est pas un symbole d'asservissement de la femme, c'est pas un symbole de communautarisme, c'est pas un symbole de conquête de l'espace public à grande échelle, vous savez, un par un. Il y a une étude de l'IFOP que vous avez souvent évoquée à cette antenne, notamment pour dire que, pour parler du port du voile, etc. Et j'ai regardé avant cette émission cette étude de l'IFOP, elle dit qu'il y a 2% des femmes qui portent le voile par contrainte. Je vous le dis très clairement, c'est 2% de trop. Le taux devrait être de 0%. Mais pour les 2% qui portent le voile par contrainte, vous stigmatisez les 98 autres % comme si c'était un problème de porter le voile. Est-ce que vous pensez que c'est facile de répondre à un sondeur, Manon Aubry, de dire oui, je porte le voile par contrainte? C'est pas un sondage qui est fait comme ça. Ou alors, vous remettez en question ce sondage, mais c'est étrange, d'habitude, vous l'utilisez précisément pour dire que la pratique de l'islam radical s'est développée en France. Donc, puisque vous le dites, ce sondage, rappelons qu'effectivement, selon ce sondage, 57% des jeunes musulmans, 15-24 ans, placent les lois de l'islam devant les lois de la République. Oui, c'est celui-ci, on parle du même. Oui, on parle du même, vous avez raison. Et 48% des lycéens catholiques remettent en cause au moins un enseignement au nom de leur religion. C'est étrange, on n'en parle pas à votre antenne. Ça, c'est M. Mélenchon qui a parlé des ouvriers catholiques blancs. 49% des jeunes chrétiens sont favorables au port de signes religieux ostensibles. Donc, vous voyez, on peut tourner dans tous les sens que vous voulez. C'est un jeu d'équivalence assez remarquable. Donc, le primat des lois musulmanes, des lois religieuses sur la République, 57%, ça c'est... C'est pas ce que je vous dis. Je vous dis que aujourd'hui, ce qu'il faut cultiver, c'est l'esprit critique, c'est la liberté. Est-ce qu'on arrivera à vivre ensemble? Ce que prévoit la loi 1905, c'est la liberté de culte et la séparation stricte. Pour conclure cette émission, est-ce qu'on arrivera à vivre ensemble? Bien sûr, c'est l'objectif de pouvoir vivre ensemble et c'est ce qu'on essaie de tracer aussi ce chemin pour 2027. Et c'est peut-être le dernier mot d'espoir que je veux donner. Quand on est favorable à la retraite à 60 ans, quand on est favorable au SMIC à 1 600 € net, quand on est favorable à une éducation obligatoire pour tous jusqu'à 18 ans, c'est une façon de rassembler notre société pour qu'on vive mieux et pour qu'on vive tous bien. Merci Manon Aubry et merci de votre franc-parler encore avec plaisir ce matin sur CNews et sur Europe.